En fait, je vous rappelle en fait de la structure des normes ISO. Donc, la 45001, c'est aussi donc une norme qui va suivre le cycle PDCA, qui va suivre la structure HLS, la High Level Structure, qui repose sur 10 chapitres. Donc, ça sera déjà le même principe. Et comme j'ai dit donc au début de la formation, cette structure donc facilite l'intégration des modules des formations, comme ça on va travailler sur un seul système intégré QSE. Sinon, déjà, la norme commence toujours par la compréhension du contexte de l'organisme, ça veut dire le chapitre 4. Donc, il s'agit encore une fois de déterminer les enjeux internes et externes. Ça veut dire comprendre tout ce qui peut influencer sur la finalité et l'orientation stratégique de l'entreprise, la culture de l'entreprise, l'innovation, l'orientation stratégique, concurrence des compétitions, le marché, les obligations de conformité comme la réglementation, le temps de travail, les conditions de travail. Alors, tout ce qui peut, en fait, influencer le système santé et sécurité de votre organisme. Là également, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser un SWOT, tout simplement, dans lequel donc on va citer quelques enjeux, quelques menaces, quelques faiblesses internes et externes, quelques forces. Donc, c'est la même chose que pour donc, la qualité et pour l'environnement. Je vais vous montrer un exemple du SWOT qui repose uniquement sur le domaine santé et sécurité. Mais si vous êtes en fait une démarche qui est intégrée, donc QSE, il suffit de faire un seul SWOT, mais d'intégrer donc des facteurs d'influence aussi en ce qui concerne la santé et la sécurité. Deuxièmement, comme pour les autres normes, il faut comprendre les besoins et les attentes des parties intéressées. Donc, imaginez qu'on a déjà monté le système qualité, on a intégré l'environnement, maintenant on cherche à intégrer la santé et la sécurité au travail. Alors, on commence à déterminer les parties intéressées, cette fois-ci, qui peuvent influencer le système santé et sécurité. Par exemple, la réglementation, les employés, vous avez aussi les prestataires de services, vous avez également, par exemple, le médecin du travail, donc la médecine du travail, l'inspecteur de travail. Donc, on va rajouter d'autres parties intéressées à notre analyse déjà faite. Si donc vous travaillez uniquement sur la 45001, alors vous refaites toutes les étapes. Si vous êtes dans un système QSE et que vous avez déjà fait donc le SWOT pour la qualité et vous avez intégré l'environnement, maintenant vous cherchez quelles sont les parties intéressées pertinentes pour votre système santé et sécurité et vous les donc intégrer dans le même SWOT ou bien plutôt dans dans la même analyse donc des parties intéressées que vous avez déjà fait. Il faut déterminer aussi les besoins et les attentes de ces nouvelles parties intéressées, déterminer les exigences légales selon donc la veille réglementaire qu'on a déjà vue dans l'environnement. Donc, on a vu comment on va faire pour détecter les textes de loi en ce qui concerne l'environnement. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas refaire une nouvelle veille réglementaire, mais on va suivre la même démarche de la veille réglementaire en intégrant cette fois-ci le volet santé et sécurité au travail. On cherche par exemple quel est le code de travail à respecter dans le pays, quelles sont en fait les lois donc promulguées dans ce domaine et que donc notre activité ou bien plutôt notre société est obligée de respecter. Donc, on intègre dans la veille réglementaire qu'on a déjà réalisée, cette fois-ci, le volet santé et sécurité au travail. Et là, la question de la réglementation, donc, c'est très important lorsqu'on aborde la santé et la sécurité, d'insister sur le côté réglementation parce qu'il y a en fait énormément de textes réglementaires à respecter et pour lesquels nous devons se conformer, bien sûr, puisque la norme, il vous oblige à respecter les exigences légales et les exigences des parties intéressées. Alors, de la même façon que les autres normes, il faut déterminer d'autres domaines d'application du système de santé et sécurité au travail en prenant en compte vos enjeux internes et externes
Donc, il faut élaborer un document, c'est une information documentée qui va délimiter les limites physiques et organisationnelles de votre système santé et sécurité. De la même sorte, il faut établir, appliquer et tenir à jour et améliorer en continu votre système santé et sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'approche processus que vous avez déjà réalisé, il faut intégrer un processus, par exemple, santé et sécurité, ou bien un processus, donc HSE. Donc déjà, dans les processus déjà existants, il faut intégrer le volet qualité, le volet santé et sécurité. Donc, on a par exemple une carte d'identité d'un processus dans laquelle on a des indicateurs qualité et des indicateurs donc au niveau de l'environnement. Alors, on va rajouter des, des, des mesures ou bien des indicateurs de contrôle pour le côté santé et sécurité au travail. Donc déjà, dans les processus existants, il faut voir cette trace santé et sécurité. Pour chaque processus, suivant l'analyse des risques de chaque processus, vous faites intégrer des actions, des activités, des moyens de protection comme les EPI, etc. Vous faites intégrer ces informations dans, bien sûr, votre carte d'identité d'un processus donné. Vous intégrez aussi les indicateurs de performance qui vont refléter l'efficacité des actions santé et sécurité, par exemple le taux de conformité aux procédures santé et sécurité, le taux de respect en fait ou bien le taux de port des EPI donc du personnel, nombre de formations en ce qui concerne la sensibilisation, etc. Donc, vous intégrez des indicateurs de performance comme ça. Lorsque on va arriver donc à la phase d'évaluation, on va évaluer donc le système qualité à travers les indicateurs qualité. On va évaluer donc en même temps l'environnement et en même temps la santé et la sécurité. Donc, vous voyez qu'on a intégré le cycle. On ne travaille pas séparément. Donc, on ne va pas faire l'évaluation séparée, mais on va faire ça, donc la même boucle de Deming qui va prendre en compte les trois volets qu'on a intégrés. Alors, ça, c'est l'intégration déjà de la santé et de la sécurité au travail dans les processus existants. Mais vous pouvez rajouter en fait un nouveau processus que vous pouvez appeler le processus santé et sécurité, le processus HSE, le processus, donc comme vous voulez, un processus HSE, généralement la sécurité et l'environnement, mais aussi en fait l'hygiène. Donc l'HSE, s'il vous plaît, parfois l'H, c'est l'hygiène, hygiène, sécurité, environnement. Parfois, c'est uniquement, si on prend par exemple les termes en anglais, c'est health, security and environment. Donc, health, c'est quoi? C'est la santé. Ça veut dire SSE. Donc, si on prend le mot en anglais, ça sera uniquement santé, sécurité, environnement. En français, on peut dire que c'est hygiène, sécurité, environnement, et ça revient donc ça revient au même parce qu'en fait, on ne peut pas respecter la santé du travailleur si on n'a pas déjà des bonnes règles d'hygiène interne. L'hygiène, déjà, je vous ai dit au début de la formation que l'hygiène industrielle, en fait, euh, pour certains domaines, elle est déjà intégrée dans les bonnes pratiques santé et sécurité. Pour d'autres donc domaines, comme par exemple le domaine de l'alimentation, les denrées alimentaires, comme la question d'hygiène, elle est très donc vigilante, elle est très importante pour ne pas avoir une contamination. Donc il y a donc la MISO 22000 qui traite beaucoup plus en détail donc l'hygiène industrielle. Donc l'ISO 22000, l'étude HACCP par exemple, il y a donc l'HACCP 22000, il y a l'HACCP Codex. En fait, ça, c'est le domaine hygiène dans les denrées alimentaires parce que c'est très important de donner plus d'importance donc à l'hygiène, à la question de l'hygiène. Mais pour les autres domaines, on peut intégrer tout simplement le côté hygiène industrielle dans donc, le processus HSE. Alors, c'est quoi ce processus HSE? Je vais vous donner un exemple. Alors, vous vous rappelez peut-être de la démarche approche processus dont on a parlé.
Donc, un processus, c'est un ensemble d'activités. Alors là, les activités du processus, il faut les lister, bien sûr. Donc, ce processus HSE, généralement, quelles sont les activités qui entrent dans le cadre de ce processus? En fait, le processus HSE, s'il vous plaît, c'est comme le processus.
Bonsoir. Vous me recevez, s'il vous plaît? Oui, chez moi, ça va maintenant. C'est bon maintenant, Oui, de s'il mon vous plaît? côté aussi. Oui, de mon côté Ah, aussi, ça d'accord, va. parce que ça s'affiche pas les messages de mon côté, donc j'ai pas pris ça au courant. C'est à partir de quel point, s'il vous plaît, ça a été coupé? C'est au moment où vous aviez commencé à énumérer le truc à votre gauche, là, à gauche du tableau, là, vous avez commencé à énumérer certaines choses. Là. Oui, Les éléments d'entrée, donc. voilà, sur la compréhension des Oui, oui, besoins. Ah, d'accord, d'accord. Excusez-moi. Des besoins, là. Ok. Donc, à ce niveau, voilà. Voilà, Donc, ce sont éléments les d'entrée. éléments, en fait, oui, ce sont les éléments d'entrée du processus. Ça veut dire, pour faire, en fait, juger la conformité réglementaire, il vous faut bien sûr comme élément d'entrée, comme information, toutes les exigences légales et réglementaires, donc à partir de la veille. Donc, il faut réaliser, pardon, une veille réglementaire. Et à la base de cette veille réglementaire, nous pouvons, par exemple, euh, construire une liste ou bien une checklist donc, qui va servir comme élément de jugement sur la conformité réglementaire. Vous aurez aussi besoin de la politique HSE ou bien santé et sécurité, ça dépend donc de votre politique parce que la politique, il contient les objectifs stratégiques sur lesquels nous devons travailler, les décisions d'amélioration. Donc, par exemple, la direction a décidé d'améliorer un aspect santé et sécurité. Qui va en fait exécuter ça? Bien sûr, c'est monsieur le pilote du processus HSE avec son équipe. Vous avez besoin aussi du rapport d'audit pour vous donner une idée sur l'efficacité de votre processus, la conformité, la liste des non-conformités à corriger. Vous aurez besoin des exigences clients. Parfois, pour certains secteurs, les clients, ils ont des exigences au niveau de l'hygiène plutôt et de la santé et de la sécurité. Réclamation client, bien sûr en relation avec l'HSE, personnel formé et qualifié, ça c'est évident. Donc vous aurez besoin d'un personnel formé et qualifié dans le domaine HSE. Donc la liste des non-conformités santé et sécurité et environnement. Vous aurez besoin des plannings de maintenance préventive parce que durant la maintenance, c'est une activité occasionnelle. Il vous faut bien sûr donc un représentant du processus HSE qui va faire l'analyse des risques de l'opération et qui va surveiller donc la sécurité et la santé des personnes durant les activités de maintenance. Vous avez aussi, donc, vous aurez besoin des rapports d'entretien des prestataires de services, surtout les prestataires de services, bien sûr, qui ont une relation avec ça, comme par exemple, donc, le prestataire de restauration, parce que ça, donc, il y a toujours la question de l'hygiène, elle est exigeante dans le côté restauration au travail. Vous avez aussi le service de désinfection, bien la société qui vous fait la désinfection, la société qui vous fait donc l'enlèvement des déchets, la société qui fait, par exemple, qui assure le ménage. Donc, ce sont des prestataires externes que nous devons entretenir et les résultats d'entretien, donc, ils vont nous donner des idées sur donc, le respect de nos propres exigences parce que nous, du point de vue du prestataire, nous sommes un client et nous avons des exigences pour satisfaire, pour qu'elles soient donc satisfaites. Puis, vous avez des éléments de sortie. Alors, le processus, il va réaliser, bien sûr, un programme de prévention. Donc, ça, c'est le plan d'action santé et sécurité au travail en se basant sur l'analyse des risques qu'on a fait. Vous aurez besoin aussi des résultats de mesure des processus, les résultats de mesure des indicateurs. Il faut donc, c'est un élément de sortie, il faut les transmettre vers donc le responsable QHSE qui a le tableau de bord donc, pour juger sur toute la démarche. Vous avez aussi les suggestions d'amélioration. Vous pouvez, donc, le pilote du processus HSE avec son équipe, ils peuvent
émettre des propositions et des suggestions pour améliorer les conditions de travail dans l'entreprise. Les demandes d'intervention, les besoins en compétences et les rapports d'incidents et accidents. Qui va remplir ces rapports? Bien sûr, l'équipe HSE ou bien santé et sécurité. À chaque fois que vous aurez, par exemple, un accident ou bien un incident, on va informer le responsable et c'est lui qui va donc réaliser le rapport d'accident et incident. Vous avez un besoin dans votre kit documentaire, donc un exemple, pardon, dans votre kit documentaire de rapports d'incidents et d'accidents qu'il faut remplir à chaque fois qu'on aura donc ce type voilà, ce type en fait d'accident. Il faut remplir un rapport, donc ça sera parmi les éléments de sortie de ce processus. Alors là, c'est le processus, c'est les activités, les entrées avec les sorties. Les actions d'amélioration aussi, c'est une sortie. Donc, lorsqu'on a parlé du plan d'action au début, dans les autres formations, je vous ai dit que ce n'est pas uniquement le responsable qualité, ou bien plutôt ce n'est pas le responsable qualité qui va proposer les actions d'amélioration. Ce sont bien sûr les pilotes de chaque processus, et c'est le cas aussi pour le processus HSE. On peut donc faire la suggestion ou bien prendre des décisions en ce qui concerne les actions d'amélioration de notre propre processus. Par la suite, il faut bien sûr avoir défini quels sont les objectifs du processus. Donc, quels sont les objectifs du processus? Quelle est en fait sa finalité? Donc, la finalité du processus HSE, c'est assurer la protection de l'environnement, parce que je vous ai dit que j'ai intégré l'environnement là-dessus, parce que généralement, on ne fait pas la séparation entre les deux. On ne fait pas, par exemple, un, un processus environnement séparé du processus donc santé et sécurité. En général, assurer l'application des règles d'hygiène, santé et sécurité, assurer donc la conformité réglementaire, santé et sécurité environnement, protéger les ressources naturelles et améliorer l'efficacité donc de ce propre processus. Le domaine d'application de votre processus, il faut le définir. Donc, ce processus s'applique à tout le personnel de l'entreprise Pharmaghreb parce que c'est toujours en relation avec l'exemple de l'entreprise pharmaceutique. Les visiteurs, les sous-traitants, les équipements, les voisins et toute autre partie intéressée pertinente. Donc, tout le monde est concerné en fait par la santé et la sécurité au travail. Tout le monde est concerné par le respect des règles hygiène, sécurité et environnement. Qui est le pilote de ce processus? Ben, ça sera le responsable HSE. Les acteurs concernés ou bien donc les personnes impliquées, on a déjà énuméré ça dans le domaine d'application. Les moyens, donc comme les ressources, donc le budget, donc les équipements de protection collective, individuelle, les procédures, les consignes, les exigences réglementaires, les ressources humaines, donc tous les moyens et donc utilisés pour faire fonctionner et pour assurer le déroulement des activités de ce processus. Une liste, par exemple, des enregistrements dont vous aurez besoin d'une liste des équipements et d'installations. Donc, en travaillant sur ce processus, il vous faut donc une liste des équipements et des installations existantes. Et on a déjà vu dans l'analyse des risques, santé et sécurité, qu'on ne devons donc se baser aussi sur les équipements et les installations pour voir quels sont en fait les risques représentés par l'utilisation de ces équipements. Le plan d'installation des extincteurs, ça c'est très important. Donc, vous êtes responsable santé et sécurité, ou bien vous avez un processus santé et sécurité. C'est normal que votre processus, parmi les documents et les enregistrements nécessaires, c'est le plan déjà d'installation de tous les équipements de lutte contre incendie, de protection, comme les extincteurs et les rayons. Vous aurez besoin de ça pour élaborer un plan d'évacuation. Donc, il faut savoir l'emplacement de chaque équipement.
Vous avez aussi la liste des EPI et des EPC mises à jour. Vous aurez besoin d'un programme d'intervention SST. Donc, programme d'intervention SST, ça veut dire à chaque fois que vous avez réalisé donc une intervention, il faut garder en fait un enregistrement. Et le contraire aussi, il vous faut un planning pour l'intervention santé et sécurité au travail. Quand est-ce qu'on va faire l'analyse? Quand est-ce qu'on va actualiser l'analyse santé et sécurité, etc. Quand est-ce qu'on va faire par exemple le contrôle des machines, le contrôle des équipements, etc. Un registre des incidents et d'accidents, un rapport aussi de tests et exercices de simulation, registre des déchets, donc quantifié. Ça veut dire en fait un bordereau de suivi des déchets, donc ou bien un registre interne de suivi des déchets, fiche de non-conformité et les permis de travail. Parce que pour certains travaux dans l'entreprise, il vous faut une autorisation de travail ou bien un permis de travail, parfois des habilitations. Donc, tout ça, il faut donc c'est parmi en fait les enregistrements qu'il vous faut pour faire fonctionner votre processus santé et sécurité. Il reste les indicateurs. Bien sûr, il vous faut une liste des indicateurs, le taux, par exemple, de gravité et le taux de fréquence des accidents, le taux de gravité des accidents. Par exemple, j'ai eu durant l'année 4 accidents graves durant toute l'année. Alors, je calcule le pourcentage de la gravité, c'est le taux de gravité. Le taux de fréquence, donc, ça en relation avec la probabilité d'occurrence des accidents au travail. Vous avez aussi le taux de consommation de l'eau, parce qu'ici, il y a aussi l'environnement. Donc, le taux d'évolution des déchets, le taux de consommation d'énergie. Ces indicateurs, donc, ce sont des indicateurs juste proposés selon cette entreprise. Mais vous, dans le choix des indicateurs, bien sûr, il faut définir des indicateurs qui reflètent la réalité de votre processus et votre organisme. Vous avez aussi le taux de réalisation des actions et le taux donc d'action efficace clôturée dans le délai. Ça veut dire le respect des délais. Et je peux dire que ça, c'est une fiche d'identité de votre processus hygiène, sécurité et environnement. Comme ça, vous avez satisfait donc l'exigence qui vous dit qu'il faut donc réaliser les processus nécessaires donc pour votre système de management santé et sécurité au travail. Oui, madame. Oui, monsieur. Oui, je voudrais savoir comment on calcule un peu ces taux-là. Oui. Est-ce que c'est sur le nombre de mois d'année ou bien sur le nombre de personnes dans l'entreprise? Je vais avoir une idée du calcul des taux. Oui. Donc, en fait, non, généralement, on fait le calcul de l'indicateur à la fin de chaque mois. Donc, vous avez sur votre tableau de bord, à la fin de chaque mois, on a donc, par exemple, le nombre d'accidents qu'on a eu durant le mois. On ne va pas calculer le taux maintenant, on va rester jusqu'à la fin de l'année, donc pour la phase évaluation, et on va calculer le pourcentage sur tous les mois de l'année. Donc, combien d'accidents on a eu, par exemple, durant toute l'année. Donc, ça va refléter le taux d'accidents. Donc, le nombre plutôt, ce n'est pas le taux, mais le nombre des accidents durant toute l'année. Alors, parmi ces accidents, on va calculer combien ont été des accidents graves. Donc, ça, c'est le taux de gravité. Par exemple, 5 sur 10, ce sont des accidents qui sont graves. Et en faisant le pourcentage, ça va vous donner le taux. Donc voilà, on fait comme ça. Donc on calcule sur le nombre ou bien plutôt sur les mois de l'année, parce que ça va être un cycle annuel, notre cycle PDCA. Ok, d'accord, Ok, merci. Oui. d'accord. Alors, excusez-moi pour accepter votre collègue. Voilà, donc après le processus
donc après, en fait, le contexte de l'organisme qui est le chapitre 4, c'est toujours ce classement. Donc, c'est toujours l'analyse du contexte, l'analyse des parties intéressées, puis le domaine d'application, puis l'établissement des processus. Si vous êtes dans la qualité, alors vous faites tout le découpage, etc. Si vous êtes dans l'environnement, vous faites l'intégration dans déjà l'approche processus déjà existante du volet environnement. Si vous êtes dans la santé et la sécurité, la même chose. Et puis, on passe donc au chapitre 5, toujours qui est le leadership. Donc, dans le leadership, vous avez l'engagement de la direction. Alors, s'il vous plaît, avant de voir ça, je vais juste vous montrer un exemple. Donc, je vais vous envoyer ce document par la suite. Donc, c'est un document qui traite les étapes de l'analyse, ou bien plutôt les exigences de la norme 45001, mais qui prend uniquement en considération la santé et la sécurité. Comme ça, si vous êtes dans une démarche 45001 séparée, donc c'est comme ça toujours. Vous avez l'analyse SWOT, les forces et les faiblesses. Si on fait donc la lecture de ces forces et de ces faiblesses, ou bien des opportunités et de menaces, donc c'est toujours par rapport au système 45001. Donc là, c'est le SWOT, santé et sécurité. Donc, tous les éléments qui ont de l'influence sur votre système santé et sécurité au travail. Contrairement donc, à la démarche QSE, ça veut dire intégrée, où on va trouver les trois volets à la fois dans l'analyse SWOT. Donc, juste si vous voulez, donc, beaucoup de détails en ce qui concerne la santé et la sécurité, vous pouvez consulter ce document-là. Donc, ce sont les étapes qu'on a déjà vues avant d'élaborer un plan d'action spécialement dédié santé et sécurité. Normalement, vous, dans la démarche intégrée, un seul plan d'action, vous intégrez donc tout ce qui est santé et sécurité. Mais si vous jugez, par exemple, que il faut séparer entre les deux, parce que ça sera juste le document qui est séparé, c'est pas la démarche. Donc, vous pouvez élaborer un plan santé et sécurité au travail à la base du PTCA. Donc, vous voyez ici, vous avez l'étape du cycle PTCA, vous avez le plan. Donc, on a les exigences de la norme. Donc, c'est bien, déjà, vous avez ici les exigences énumérées, les actions à mettre en œuvre pour satisfaire ces exigences, la conformité, donc le responsable qui va réaliser, etc. Donc, je vais vous laisser par la suite ce document-là pour le voir. Donc, vous avez aussi le DO. C'est un autre modèle de plan d'action, juste pour vous dire que, en fait, il y a beaucoup de modèles pour les plans d'action. Il n'y a pas uniquement un seul modèle. Sauf que celui-là, donc, c'est juste la santé et la sécurité. Il n'y a pas l'aspect, donc, intégration des trois volets. C'est juste, donc, entre parenthèses. Par la suite, donc, il faut faire tout ce qui est SHIP. Donc, assurer l'engagement de la direction. Qu'est-ce qu'il vous dit, la norme? Il faut assumer l'entière responsabilité et l'obligation de rendre des comptes ou bien plutôt de rendre en compte la prévention. Donc, il faut que la direction, en fait, exprime sa volonté et son engagement à assurer donc la bonne prévention dans les locaux de travail. S'assurer aussi que la politique et les objectifs soient établis. Donc, la direction, il va gérer, il va faire la surveillance des actions, s'assurer que les exigences soient intégrées au processus métier. Donc, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça veut dire dans les processus réalisation, on va trouver donc ce côté santé et sécurité au travail. Dans votre, par exemple, processus production, vous faites intégrer les indicateurs santé et sécurité au travail en relation avec la production. Et dans la procédure production, par exemple, ou bien plutôt dans les instructions des machines, parce que normalement, pour chaque machine, on aura un document, instruction de travail, qui explique comment faire fonctionner la machine. On explique les tâches en fait à l'opérateur qui va travailler sur cette machine et on va intégrer aussi l'analyse des risques en relation avec cette machine. Donc, on a fait l'analyse des risques, mais il faut décliner ces informations. On ne va pas, par exemple, communiquer toute l'analyse donc aux opérateurs, mais chacun donc selon son poste.
Dans, par exemple, les instructions de travail, on va intégrer donc l'analyse de risque en relation avec chaque poste de travail. Vous avez aussi, il faut s'assurer à partir, ou bien d'après la direction, il faut s'assurer que les ressources nécessaires soient disponibles. C'est normal, c'est la direction qui doit fournir les ressources à travers, bien sûr, les processus support, communiquer donc sur l'importance d'un SMSST qui est efficace, s'assurer que le système de la santé et de la sécurité atteigne les résultats attendus et promouvoir l'amélioration continue. Tout ça, ça veut dire que l'engagement de la direction, c'est de contrôler toute la démarche PDCA dès le début jusqu'à la fin. Donc, il doit surveiller, il doit faire le suivi, il doit assurer l'amélioration, assurer la disponibilité des ressources. Il doit aussi établir une politique santé et sécurité au travail, comme les autres politiques qu'on a déjà vues. Il doit définir les rôles, les responsabilités et les autorités. Donc, vous voyez que ce sont les mêmes exigences, sauf que pour chaque exigence, on va parler d'un domaine bien spécifié. La consultation et la participation des travailleurs. Donc, si on a le bon leadership, si la direction ouvre la porte pour son personnel interne d'être en fait impliqué, donc on aura une bonne implication de la part du personnel. Donc, la direction, il doit établir, appliquer et tenir à jour un processus pour la consultation et la participation des travailleurs. Quand je dis un processus, ce n'est pas obligatoirement un processus séparé, consultation et participation, c'est juste donc le fait de, par exemple, élaborer à travers, bien sûr, parce que la décision, c'est la décision de la direction, mais qui va appliquer, bien sûr, le processus HSE. Donc, à travers de la documentation, à travers donc des formations, des fiches de suggestions et d'amélioration, on va assurer pour tout le personnel donc le côté implication. Vous avez aussi la norme, il vous dit que la direction doit fournir les méthodes, le temps, la formation et les ressources nécessaires. Ça, c'est normal. Il doit fournir aussi à temps des informations claires, compréhensibles et pertinentes, donc de la communication tout simplement. La direction aussi, elle est impliquée dans la démarche communication. On a établi une politique SST. La direction doit communiquer avec le personnel, expliquer les objectifs, que ce soit à travers des réunions, à travers tout simplement des affiches. Donc, c'est à vous de choisir en fait les moyens de cette communication. Déterminer et supprimer les obstacles à la participation des travailleurs, tout simplement améliorer la participation des travailleurs. Et comme les autres aussi normes, on a la planification. Donc, la planification de votre système de management santé et sécurité et l'élaboration d'un plan d'action. Madame, Oui, une question. oui. Je vois que sur le diapo précédent, la mise à la disposition des ressources par la direction, le leadership, Oui. ce n'est pas un processus support. Comme on dit que le processus support est la mise à disposition de l'ensemble des ressources disponibles pour pouvoir atteindre les objectifs. Oui, en fait, les processus support, c'est le moyen à travers lequel la direction va fournir les ressources. Parce que quand je dis notamment le processus support, je peux prendre en considération ressources humaines, par exemple. Est-ce que les ressources humaines, c'est eux, par exemple, qui vont faire, bien sûr, le recrutement? C'est eux qui vont donc réaliser effectivement les actions de recrutement, etc., les entretiens, lancer l'offre d'emploi, faire des formations pour le personnel, mais qui va en fait financer ça, bien sûr que c'est la direction. Qui va fournir les moyens, c'est la direction. Même les processus de support, ils ne peuvent pas travailler et fonctionner sans que la direction leur offre les ressources nécessaires. Donc, le top management, c'est eux en fait qui font la fourniture des ressources pour tous les processus, mais à travers les processus de support. Est-ce que c'est bon? Donc, parce que c'est pas, par exemple, monsieur le directeur général qui va faire
réaliser les entretiens, etc. Mais c'est la direction générale qui va consacrer le budget nécessaire donc, pour que le recrutement soit fait dans les meilleures conditions. On peut opter pour la formation aussi du personnel. C'est le planning qui va réaliser le planning, qui va faire le choix donc, de l'organisme de formation, ce sera l'RH, mais qui va fournir les ressources, qui va payer cette prestation, par exemple, de service, c'est la question de la direction générale. Donc, sans engagement de la direction, on ne peut pas fournir les ressources nécessaires. D'accord? Oui, c'est bon. D'accord. Puis vous avez la planification, ça veut dire on va réaliser notre plan d'action. La même chose en prenant en compte les enjeux internes et externes, les risques professionnels, les exigences légales. Donc, toutes les mêmes étapes pour élaborer le plan d'action environnement et le plan d'action qualité. La même chose. Il faut déterminer des objectifs. Donc, SST, comment on va déterminer les objectifs SST? C'est par l'identification des dangers, parce que l'objectif santé et sécurité, c'est pour donc diminuer un danger ou bien faire disparaître carrément un danger. À travers aussi l'évaluation des risques professionnels, donc l'analyse des risques dont je vous ai parlé d'autres séances, à travers la détermination des exigences légales, la planification des actions, ça veut dire le plan d'action, il va intégrer les résultats de l'analyse des risques santé et sécurité. Il va intégrer aussi une planification pour atteindre les objectifs. Ça veut dire toujours les actions, ils doivent être liées aux objectifs que nous cherchons que nous cherchons à atteindre. Donc le plan d'action, encore une fois, qu'est-ce qu'il va prendre en considération? Les enjeux internes et externes, les exigences légales et les exigences des parties intéressées s'ils existent. Il va aussi prendre en considération les résultats de l'analyse santé et sécurité au travail. Le chapitre 7, donc les chapitres de support, ce sont donc les mêmes chapitres qu'on a déjà vus, ou bien les mêmes exigences plutôt, fournir les ressources, développer les compétences en matière de la santé et de la sécurité au travail, faire de la sensibilisation, réaliser la communication. Donc, dans votre plan de sensibilisation, on va intégrer des thèmes de sensibilisation dans le domaine santé et sécurité. Sensibiliser les gens à l'utilisation des EPI, à l'ergonomie, les règles d'ergonomie au travail, sensibiliser les gens, ou bien former les gens au premier secours, former les gens à l'évacuation des lieux en cas de sinistre, fournir aussi des informations documentées, donc une procédure santé et sécurité au travail, une procédure d'intervention en cas, par exemple, d'accident, comment intervenir, qui va intervenir, quel secours appeler. Donc, tout ça, il faut le documenter donc, et le garder comme moyen de maîtrise de votre processus. En fait, dans la réalisation, on va réaliser bien sûr les activités, mais on va réaliser avec maîtrise opérationnelle. Donc, il faut planifier et maîtriser donc les opérations. Vous avez déjà un plan d'action santé et sécurité intégré, mais pour chaque processus, bien sûr, chaque pilote de processus, il va planifier comment appliquer donc les actions correctives qu'on a le résultat en fait du plan d'action. Parce que je vous donne, par exemple, vous êtes pilote d'un processus, je vous donne une action à réaliser qui concerne votre processus. Alors, vous devez faire donc une petite planification en interne, à l'interne du processus. Et c'est normal. Donc, chaque pilote de processus, il a donc une méthode de travail. Comment arriver à réaliser les actions. En fait, ce sont les pilotes des processus qui vont appliquer, maîtriser, oui. Une autre question. Oui.
Tout au long de la formation, on a entendu parler de plan d'action intégré, processus intégré, QSS intégré. Maintenant, quelle est la différence entre un plan d'action intégré et un plan d'action non intégré? Ben, c'est simple. Donc, un plan d'action intégré, c'est que dans ce plan d'action, vous allez trouver donc des actions pour améliorer la qualité, des actions sur le même plan pour améliorer la santé et la sécurité, des actions pour améliorer l'environnement, les performances environnementales. Donc, on ne va pas travailler en parallèle. Donc, ça, c'est plutôt la première séance qu'on a vue sur le système QSE. Donc, on va pas travailler en parallèle, on va travailler sur un seul cycle PDCA. Donc, on ne va pas faire, par exemple, des étapes plan, do, check, act pour la qualité et donc une autre boucle pour la santé et la sécurité, une autre pour l'environnement. Mais on va élaborer un seul plan d'action qui intègre le tout. Même dans les processus, vous avez par exemple pour le processus production, on ne va pas trouver, donc dans la carte d'identité, on va pas faire 3 cartes d'identité selon chaque discipline, mais c'est une seule carte d'identité qui intègre le tout. Même les audits qu'on va réaliser et les revues de direction, ça sera une seule fois. On ne va pas tripler les choses. On va travailler donc un seul audit, système QSE. Donc, on va tout auditer les exigences de la norme simultanément. Je visite par exemple le processus production pour faire l'évaluation durant l'audit. Je vais prendre en considération les 3 exigences ou bien 3 groupes d'exigences. Je ne vais pas faire terminer l'audit qualité et recommencer un nouveau audit pour l'environnement et puis un nouveau audit pour la santé et la sécurité. Donc, toutes les actions vont être intégrées. Donc, c'est la seule chose. C'est une seule chose. Donc, on ne va pas faire tripler les démarches. Et d'ailleurs, c'est pourquoi en 2012, l'ISO, l'entité internationale, a fait élaborer donc cette nouvelle structure. C'est une structure qui est commune en fait, les mêmes chapitres, le même cycle PDCA. C'est pour faciliter cette intégration, pour ne pas travailler 3 systèmes en parallèle. On est dans un seul système qui intègre 3 disciplines différentes. J'espère que c'est clair, s'il vous plaît. C'est clair. OK. Donc, le système intégré, les 3 volets dans un seul plan d'action, on passe à la pratique, on passe à la réalisation au même temps. Donc, vous avez toutes les actions qu'on va appliquer en même temps. Pas la peine de travailler d'une façon qui est séparée. Donc, vous avez un seul système de management dans lequel vous aurez à la fois la qualité, la sécurité et l'environnement. Donc, il faut en fait planifier, appliquer, maîtriser, à tenir à jour les processus nécessaires pour respecter les exigences santé et sécurité. Dans la réalisation aussi, il faut éliminer les dangers et réduire les risques. On est en train de réaliser des actions que pour éliminer les dangers et réduire les risques. Donc, notamment, donc la norme, elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'il faut remplacer par des matériaux. Alors là, ce sont les constats. On a par exemple en fait un plan d'action à suivre, c'est normal. Donc on va suivre notre plan d'action, mais ça ne veut pas dire que si je vois par exemple une non-conformité ou bien un danger qui n'a pas été pris en compte dans le plan d'action, je ne vais rien faire ou bien je ne vais pas réagir. Donc, dans le travail quotidien, s'il y a l'apparition donc d'un danger, même si donc on n'a pas intégré ça au début dans le plan d'action, on n'a pas fait attention, alors il faut bien sûr réagir face donc à ce danger. Par exemple, on peut remplacer par un matériau, processus, opération ou équipement moins dangereux. Donc, durant, par exemple, le fonctionnement du travail, on peut faire des modifications pour remplacer toute substance, processus, opération ou bien équipement par un autre qui est moins dangereux. Alors, c'est ce que vous dit la norme. Il vous dit aussi qu'il faut appliquer des protections collectives, bien sûr. Alors là, c'est ce qu'on vient de dire dès le début de la formation. Donc, appliquer des mesures de prévention
ou bien plutôt appliquer des protections collectives et réorganiser le travail. Donc, fournir les EPI, fournir les EPC, organiser les locaux de travail selon toujours votre analyse de risque SST. Donc, vous pouvez réorganiser le travail de telle sorte à diminuer les risques, appliquer les mesures de prévention, donc y compris par exemple la formation. Ce n'est pas uniquement des mesures, ce ne sont pas des mesures uniquement pratiques, mais ça peut être de l'ordre de la sensibilisation et de la formation. Utiliser les équipements de protection, bien sûr, adéquats. Et on vous dit qu'il faut piloter le changement. Donc, vous avez un plan d'action, vous faites, ce plan d'action a été établi à la base de ce que vous avez réellement dans vos processus. Mais si vous avez un changement, si vous avez une modification d'un processus, toujours la fonction HSE doit être présente. Vous avez, par exemple, on va installer un nouveau équipement. Vous avez toujours monsieur le responsable HSE ou bien son représentant qui va faire l'analyse des risques et qui va assister à l'opération. Parce que qui dit un changement, qui dit une modification, ça veut dire de nouveaux risques, santé et sécurité, de nouvelles, en fait, voilà, une perturbation tout simplement. Donc, il faut toujours être présent pour piloter les changements et les modifications et pour faire l'acquisition aussi des produits et de services. Donc, vous pouvez faire l'acquisition de produits, de services qui peuvent donc, par exemple, faire appel à des prestations de services qui peuvent donc améliorer l'aspect santé et sécurité au travail. Un cabinet, par exemple, pour le contrôle des moyens de manutention automatisée, un cabinet pour faire par exemple la maintenance des machines, donc un service pour faire la désinfection des lieux contre donc une dératisation, une désinfection, etc. Donc tout ça, ça entre dans le cadre de l'hygiène et de la santé. Comme pour l'environnement aussi, il faut prendre en considération les situations d'urgence, donc se préparer pour répondre aux situations d'urgence. Donc, je vous ai dit dans le volet environnement qu'il y a des situations d'urgence environnementale, mais généralement, on ne peut pas séparer entre une situation d'urgence environnementale et une situation d'urgence santé et sécurité. Donc, c'est toujours une situation qui est imprévue, qui a des dégâts qui sont majeurs, qui nécessitent l'évacuation des locaux de travail. Et ça, donc, ça peut engendrer une seule situation d'urgence, peut-être peut engendrer des dégâts sur la santé, mais aussi sur l'environnement. Et les situations d'urgence, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il vous dit la norme? Il faut établir, appliquer et tenir à jour un processus pour la réparation, ou bien plutôt la préparation et la réponse aux situations d'urgence potentielles. Donc, une procédure, comment réagir, par exemple, si on a une situation d'urgence. Surtout, quelle situation d'urgence qui est vraiment importante, ce sont les incendies, les déversements, les fuites de gaz, les déversements de produits toxiques ou bien inflammables et les fuites de gaz. Donc, il vous faut une procédure interne ou bien un plan d'urgence interne. Comment réagir en cas d'urgence? Il ne suffit pas de l'établir, mais il faut donc l'appliquer. Il faut former les personnes à comment donc réagir en cas d'urgence et il faut aussi donc tenir à jour donc ce processus-là parce que notamment aujourd'hui, par exemple, j'utilise pas des produits chimiques, ça veut dire le risque d'incendie, il n'est pas assez grand, donc il n'est pas assez élevé. Mais si je fais donc des modifications au niveau de mes activités qui nécessitent l'utilisation de produits inflammables, etc., ça veut dire que même la procédure d'urgence va aussi donc être actualisée. Il faut en fait tenir à jour et conserver les informations documentées. C'est normal. Euh, vous avez par exemple réalisé un exercice de simulation pour l'évacuation des lieux en cas d'incendie. Il faut garder des preuves, prendre des photos,
enregistrer carrément sous forme de vidéo donc la séance de préparation déjà. Donc, je pense que dans le milieu professionnel, au moins, vous avez assisté à un seul donc, exercice d'évacuation. Donc, parce qu'on fait des exercices d'évacuation dans les entreprises parce que c'est déjà question de la réglementation avant qu'il soit question de la 45001. On va voir en fait comment établir un plan d'urgence dans le chapitre suivant. Donc, de la même sorte, notre PDCA donc, va passer à la phase check, l'évaluation. Ça veut dire qu'il faut faire donc le suivi des indicateurs et vers la fin, il faut analyser les indicateurs. Là aussi, on ne va pas faire la phase de l'évaluation séparément des autres. On est dans la phase d'évaluation du PDCA, alors on va faire évaluer tout le système QSE. Ce n'est pas uniquement donc, on ne va pas faire 3 phases d'évaluation, mais on va tout faire une seule fois, une fois pour toutes. Donc, évaluer les indicateurs qualité, évaluer les performances environnementales, évaluer aussi donc, les aspects santé et sécurité au travail. Il faut aussi établir, appliquer et tenir à jour un processus pour évaluer le respect des exigences légal, alors là, c'est le côté veille réglementaire. Donc, il vous faut, donc déjà dans la phase de l'évaluation, qu'est-ce qu'on va évaluer? La conformité d'abord, donc aux exigences de la norme, par exemple une checklist qui contient les exigences de la norme et vous faites donc vous jugez l'évaluation et la conformité. Vous avez donc qu'il faut les exigences des parties intéressées, comme les clients, les travailleurs. Et puis, donc, vous faites aussi, excusez-moi, vous faites aussi l'évaluation des exigences réglementaires, donc, afin d'évaluer, en fait, la conformité réglementaire. Donc, quand je vous ai dit la réglementation, par exemple, marocaine dans le guide que je vous ai déjà envoyé. Vous pouvez, à partir de ce guide, élaborer donc au moins ici au Maroc, on peut utiliser ce guide pour élaborer une checklist. Et cette checklist, il contient bien sûr toutes les exigences réglementaires. Donc, vers l'évaluation, il faut voir comment est-ce que on est ou bien sur quel niveau on est conforme à la réglementation. Est-ce qu'il y a par exemple des points qui ne sont pas satisfaits, pour lesquels il faut proposer des actions correctives dans le nouveau plan d'action, le prochain plan d'action. Voilà, donc ça c'est en relation toujours avec la réglementation. Il faut élaborer un programme d'audit interne. On va auditer maintenant le système de management, santé et sécurité. Ça veut dire on va faire un audit santé et sécurité. Mais si on est dans le cadre QSE intégré, on va faire donc un programme d'audit pour auditer nos systèmes de management une fois pour toutes. Donc, élaborer un planning de l'audit parce que l'audit, donc, c'est un processus qui nécessite aussi des entrées, donc des éléments de départ. Et puis, vers la sortie, nous devons élaborer un plan, plutôt un rapport d'audit qui contient les conclusions d'audit. Avant l'audit, bien sûr, il faut nommer qui sont les auditeurs internes qualifiés. Donc, par exemple, le responsable HSE avec le responsable qualité, avec l'ingénieur en environnement. Donc, on peut former donc l'équipe de l'audit interne. Il faut aussi donc avoir un planning, ne pas travailler aléatoirement. Donc, rien ne se fait aléatoirement dans les démarches ISO. Il faut bien planifier votre audit. Vous avez un programme. Par quel processus on va commencer, quelle heure on va commencer, l'ouverture, ça sera quand. Donc, voilà, quel processus auditer d'abord, quels sont les critères de l'audit, quelles sont les exigences ou bien les checklists à utiliser durant l'audit. Donc, tout ça, il faut l'établir donc avant de commencer l'audit. Vers la fin, encore une fois, notre PDCA va se terminer avec la revue de la direction. Ça veut dire on va réaliser en fait notre donc, revue de direction. Ça veut dire
la réunion avec la direction durant laquelle on va exploiter les résultats de l'évaluation, les résultats de l'audit et les résultats donc de l'analyse des indicateurs. On va savoir quelles sont les non-conformités de notre système de management, que ce soit santé et sécurité ou bien les autres, et on va proposer de nouvelles actions face donc aux non-conformités. Donc, la même chose, donc la même démarche pour les autres normes ISO, sauf que cette fois-ci, c'est sous la lumière de la discipline santé et sécurité au travail. Ça veut dire on va se baser sur des exigences réglementaires et des exigences en fait de la norme. Donc, quand je dis les exigences de la norme, c'est le cycle PDCA, l'analyse du contexte et tout ce qu'on a vu dès le début de la formation jusqu'à maintenant. Et puis, donc, les exigences aussi des parties intéressées. Alors, comme le plan d'urgence est important, ou bien plutôt le plan d'évacuation, nous devons donc voir comment déjà faire élaborer votre plan d'évacuation. Donc, dans le cadre de la santé et de la sécurité, et plutôt dans le cadre de la 45001, on a vu qu'il faut élaborer donc des moyens et des processus et des mesures pour maîtriser les situations d'urgence. Et parmi les situations d'urgence potentielles, comme je vous ai dit, c'est donc les incendies. Ce sont donc les incendies. Alors, dans le cadre de la santé et la sécurité, parmi les tâches du responsable SST, c'est d'assurer donc, ou bien plutôt, c'est de protéger la santé et la sécurité des personnes en cas de sinistre. Et c'est pourquoi donc vous avez un plan d'évacuation. En fait, si vous êtes par exemple dans un organisme, parmi donc les points sur lesquels vous pouvez travailler, c'est l'élaboration d'un plan d'évacuation. Comme par exemple dans le cas des incendies. Et ça, c'est général. Parce que si vous faites un plan d'évacuation pour les incendies, on va suivre la même procédure en cas de d'autres sinistres, par exemple. En fait, plusieurs situations peuvent nécessiter l'évacuation du personnel dans une entreprise, autre que incendie, par exemple un déversement de produits dangereux, une fuite de gaz, une attaque armée, un tremblement de terre. Donc, vous avez plusieurs situations, donc source de danger, mais un danger qui est très potentiel. Ce n'est pas un danger qu'on rencontre chaque jour comme les risques donc, au travail, mais c'est un danger qui est très potentiel et ces dégâts ils seront très importants. Du coup, il faut évacuer les lieux pour protéger la santé des travailleurs. Alors, on passe au plan d'urgence, s'il vous plaît. Alors, vous avez le plan d'évacuation, c'est quoi? Donc, le plan d'évacuation, c'est une affiche à l'intention des occupants d'un édifice qui indique donc les mesures à prendre s'il faut évacuer d'urgence. Donc, vous savez que les personnes en cas d'urgence, ils paniquent. Je ne parle pas ici donc d'un accident, une personne qui a eu un accident, c'est seulement la personne victime qui est concernée. Mais s'il y a donc une situation majeure, alors tout le monde doit réaliser l'évaluation des lieux pour protéger leur santé. Alors là, on parle d'un plan d'évacuation des lieux. Il peut également servir à l'orientation des pompiers répondant lors d'une évacuation. Alors, s'il vous plaît, le plan d'évacuation et le plan d'urgence, c'est quoi la différence? Le plan d'urgence, c'est un plan que peut être une simple procédure ou bien un manuel. Je ne sais pas, est-ce que dans le kit, je vous ai envoyé le plan d'urgence, sinon je vais l'envoyer par la suite. Il y a tous les scénarios possibles en cas de sinistre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Quelles sont les entités qu'il faut contacter? Quelles sont les voies de secours les plus proches, etc. Donc, c'est une description écrite. Alors que le plan d'évacuation, c'est une fiche. C'est une affiche en fait qu'on va afficher sur les murs, on va afficher sur les zones de l'entreprise et qui va être utilisée comme note visuelle
pour guider les personnes en cas de sinistre vers les voies d'évacuation les plus proches. C'est aussi un moyen pour orienter les secours. Donc, imaginez qu'on a un incendie, généralement voilà, donc dans la garotte à l'extérieur, la garotte donc de la sécurité qui existe à l'entrée de la société, on garde donc un plan d'évacuation. Si jamais il y a donc un sinistre, incendie, etc., et on a par exemple l'arrivée des pompiers ou bien des secours externes, on va mettre à disposition ce plan d'évacuation pour guider les personnes ou bien pour guider en fait les premiers répondants lors d'une évacuation pour qu'ils soient donc capables de trouver les moyens de protection comme les extincteurs, etc. Donc, eux, ils ne sont pas dans l'organisme, ils ne savent pas donc exactement où se trouvent les équipements. Donc, on va les guider aussi à travers un plan d'évacuation. Et on doit retrouver au moins un plan d'évacuation par aire de plancher. En fait, qu'est-ce qu'il contient ce plan d'évacuation? On va aller petit à petit. Donc, d'abord, il doit contenir les emplacements des équipements de première intervention et de secours, comme les extincteurs, l'emplacement exact des extincteurs, donc en cas de sinistre, la personne, il peut par exemple voir sur le plan et il va trouver l'extincteur le plus proche. Donc, on va faciliter les choses. Les trousses de premier secours aussi, parce que par réglementation dans l'organisme, et selon l'effectif et la taille de l'organisme, il vous faut donc la mise en disposition des balises de premier secours ou bien des trousses de premier secours. Ils sont commercialisés, donc vous demandez un kit premier secours. Donc déjà, si vous êtes dans une entreprise et vous voyez qu'il n'y a pas donc des moyens de premier secours, là aussi c'est une piste de progrès sur laquelle vous pouvez travailler pour satisfaire la réglementation et pour satisfaire les exigences de la norme. Alors l'emplacement des kits de premier secours, il doit être aussi désigné sur le plan d'évacuation. Il contient aussi les voies de circulation et les portes d'évacuation. Donc, c'est normal dans les entreprises. C'est par réglementation. Vous avez des voies ou bien des voies de circulation et des portes d'évacuation. Donc, les essieux de secours. Il faut bien sûr les désigner déjà en réalité par des affiches qui sont par exemple, fluorescents au cas où donc on a rupture, par exemple, d'électricité, on peut voir clairement l'emplacement des essieux de secours. Et puis, sur le plan d'évacuation, vous désignez également donc les lieux où se trouvent les voies de premier secours. Comme ça, la personne ne va pas perdre donc son chemin dans l'organisme en cas, par exemple, de feu ou bien d'incendie. Il va trouver et rejoindre facilement les voies et les portes d'évacuation. Donc, pour limiter en fait le temps donc, durant lequel la personne va être exposée au risque. Alors, s'il vous plaît, le plan d'évacuation, vous pouvez le réaliser vous-même si vous avez le plan de masse de l'entreprise. Vous pouvez utiliser des logiciels vous-même comme eDraw, donc il y a par exemple l'AutoCAD, vous pouvez utiliser l'AutoCAD, DraftSight, donc il y a plusieurs logiciels. Sinon, il y a des cabinets qui peuvent vous faire donc la prestation de service. Ils visitent les lieux, ils vont prendre note et puis ils vont vous réaliser donc votre plan d'évacuation. L'infirmerie de travail aussi et le point de rassemblement. Il faut aussi désigner un point de rassemblement. Alors, le point de rassemblement, c'est quoi? C'est un endroit où doivent se rassembler les personnes présentant, ou bien plutôt les personnes qui sont présentes dans un bâtiment lors d'une évacuation pour assurer leur sécurité. Alors, pourquoi ce point de rassemblement? On va par la suite calculer le nombre de personnes qui ont pu quitter donc le lieu sinistré.
on ne va pas laisser une personne à l'intérieur. Donc, en cas de sinistre, toutes les personnes, ils doivent rejoindre ce point de rassemblement pour que, donc, parce qu'on va nommer en fait un guide-file, un serre-file, un responsable d'évacuation. Ces personnes, donc, ils doivent s'assurer que tout le monde, donc, existant, donc toutes les personnes qui existent dans l'entreprise doivent être présents sur ce point de rassemblement. Ils doivent rejoindre ce point de rassemblement. Bien sûr, le point de rassemblement, il doit être assez éloigné de la source du danger. Il ne doit pas être situé, par exemple, juste à côté de la porte pour ne pas bloquer les secours. Il ne doit pas donc être voilà, donc il doit être désigné clairement, il doit être visible à partir de tous les endroits de l'entreprise. Donc, vous choisissez un lieu convenable où tout le monde peut voir. Excusez-moi. Donc, j'ai eu une rupture de réseau. Alors, je vais recommencer si vous. En fait, dans la norme, s'il vous plaît, toujours j'insiste sur ça, dans la norme, vous avez ce type d'information. On ne vous donne pas clairement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pratiquement dans la pratique, lorsqu'on va vous faire donc l'audit, la première chose pour laquelle on va faire attention, est-ce que vous avez déjà une bonne signalisation contre incendie? Est-ce que vous avez bien désigné cette rupture, le problème? Donc, en fait, la traduction des exigences de la norme est faite à travers des choses qui sont pratiques, qui sont réelles. Dans la norme, on n'a que de la gestion, mais pratiquement, surtout pour la santé et la sécurité, on a besoin de voir des traces que vous avez donc monté un système 45001. Ça ne sert à rien de faire l'analyse du contexte, d'avoir une politique, d'analyser les exigences, d'élaborer un plan d'action, si en réalité l'équipe qui va vous faire qui va vous faire en fait l'audit externe ne voit pas que vous avez déjà investi dans des moyens de protection, de sensibilisation du personnel. Nous, ici, en fait, au Maroc, le côté évacuation, donc ça, c'est un point réglementaire déjà à satisfaire et c'est aussi donc une traduction en pratique de tout ce qui est procédure de lutte contre les situations d'urgence. Alors, il faut en fait avoir le plan d'évacuation, il va être accompagné par une signalétique et un affichage. Donc, il faut tracer un plan sommaire de l'entreprise sur lequel sont identifiés l'emplacement de chaque équipement d'urgence ainsi que les sorties de secours. Mais sur le lieu, nous devons voir aussi donc cette signalisation. Donc, par exemple, les issues de secours, donc les sorties de secours, ce sont en fait des affiches qui comportent le sens de l'évacuation pour aider les gens et pour guider les gens à quitter les lieux facilement. Donc, les sorties de secours, ils sont ménagés dans une pièce donc pour permettre une évacuation qui est rapide. Et il est recommandé d'afficher les directions pour se rendre à la sortie la plus proche.
Donc, c'est pour guider les personnes vers la sortie la plus proche lorsque les sorties de secours ne sont pas visibles depuis l'endroit où l'on se trouve dans l'entreprise. Donc, même s'il y a une porte de secours, on peut la voir directement, mais il faut donc poser cette affiche. Pourquoi? Parce qu'en cas de rupture de l'électricité, c'est fluorescent, on peut la voir. C'est aussi pour indiquer le sens de l'évacuation, les voies de secours, bien les portes de secours, elles s'ouvrent dans une seule direction. C'est pour aussi, parce que les personnes, généralement, en cas de sinistre, elles paniquent et elles nécessitent donc d'être guidées en fin de compte. Voilà, on peut également tracer, par exemple, des lignes sur le plancher et numéroter les essieux de secours à l'intérieur ou bien de l'extérieur. Donc, ce qui va faciliter le repérage, en plus de simplifier donc la communication avec le personnel et donc les pompiers, par exemple, qui vont donner les secours. Il faut aussi donc désigner votre point de rassemblement avec un panneau visible, comme j'ai dit, qui est assez grand pour qu'il soit visible. Ça peut être à l'intérieur de l'entreprise, mais ce n'est pas dans les locaux, juste par exemple vers le jardin, si vous avez un jardin qui est vaste. Parfois, si donc l'espace et la sécurité ne vous permet pas en fait de le faire en interne de l'emprise, vous pouvez faire le point de rassemblement à l'extérieur aussi de l'emprise de votre société. Donc, n'oubliez pas que c'est le lieu de rassemblement qui doit être assez loin du bâtiment pour que les personnes évacuées soient en sécurité, sans nuire au travail et à la circulation des premiers répondants, comme les ambulanciers, les pompiers, et il doit être clairement, comme j'ai dit, identifié. Il faut aussi désigner les emplacements des trousses premiers secours. Donc, il y a en fait des prestataires externes ou bien des entreprises qui commercialisent donc ce type d'affiches selon votre choix. Donc, il ne faut pas bien sûr non plus les faire en interne. Il faut garder le côté quand même esthétique des choses. Donc, on peut demander ces fiches de secours ou bien plutôt ces fiches de signalisation auprès donc d'un spécialiste. On va désigner aussi les stations d'alarme manuelles. Donc, là où se trouve une station d'alarme manuelle, on va mettre donc ce symbole-là, donc ce type d'affichage pour la désigner. Les robinets d'incendie armé aussi, il faut les désigner, que ce soit sur le champ, ça veut dire en réalité, mais aussi sur votre plan d'évacuation. Donc là, tous les pictogrammes des dangers, il faut les mettre. Donc, on a déjà mentionné ça. Il faut désigner le danger électrique, les produits inflammables, tous les pictogrammes qu'on a déjà vus et les lieux des extincteurs. Donc, ce plan, en fait, doit être entre les mains du coordinateur HSE ou bien responsable d'accueil des services d'urgence que vous avez nommé au moment de l'évacuation afin de le communiquer rapidement aux pompiers pour les aider à trouver, comme j'ai dit, les voies et à trouver donc l'emplacement des extincteurs. Alors, s'il vous plaît, pour les extincteurs, vous êtes amené aussi donc à s'assurer qu'il n'y a pas des encombrants qui cachent les extincteurs. Et les gens, par exemple, ne peuvent pas les trouver. Il m'est arrivé de faire donc des contrôles dans des sociétés où il y a beaucoup d'encombrants, beaucoup de papier carton, beaucoup de je ne sais pas quoi, qui cachent les extincteurs, qui encombrent les voies de secours. Alors imaginez en cas de sinistre comment les personnes vont quitter les lieux alors qu'il y a beaucoup d'obstacles qui cachent les voies de secours et qui cachent aussi les extincteurs. Donc ça ne sert à rien. Le responsable HSE, il doit communiquer par exemple avec la logistique pour dégager les voies de secours, pour dégager donc les moyens de protection. En fait, les extincteurs, ils sont plusieurs classes selon la classe de feu. Ils sont plusieurs types plutôt selon la classe de feu concernée. Alors, on a sur le tableau les classes de feu qui existent avec l'extincteur donc convenable. Alors, une classe de feu, il est distinguée par la nature de la matière combustible. Par exemple, les feux de matière solide,
avec formation de braise, donc tout ce qui est par exemple bois, textile, on utilise donc l'extincteur de type A, ou bien plutôt la classe de feu A, on utilise l'extincteur à poudre pour feu braisant. Et ça, ces informations, vous les trouvez sur chaque extincteur. Est-ce qu'il est à poudre? Est-ce qu'il est à CO2? Est-ce qu'il est à eau? Ça, c'est une formation que vous devez faire. Votre personnel interne pour qu'il soit familiarisé avec déjà les types d'extincteurs. Parce que parfois, l'extincteur, il ne sera pas donc efficace pour éliminer donc, un feu d'une classe donnée, ou bien ça va aggraver encore la situation, ou bien ça va causer des dégâts sur les équipements. Donc, il faut utiliser, imaginez qu'on a utilisé un extincteur à eau sur des équipements électriques. Alors là, bien sûr, ça sera la catastrophe. C'est pourquoi vous avez des extincteurs donc à différents types et déjà sur les lieux il faut donc choisir l'extincteur convenable pour chaque zone selon donc la matière qui existe là, notamment pour la matière solide qui forme des braises comme le bois et le textile. On utilise des extincteurs à poudre, à mousse, à eau ou bien des extincteurs pour feu de graisse. Pour donc la classe B, donc ce sont les liquides, donc comme l'essence, pétrole, etc. Donc de la matière comburante. Donc on va utiliser les extincteurs soit à poudre, à mousse, à CO2 ou bien donc pour feu de graisse. Donc on ne va pas utiliser par exemple les extincteurs à eau parce que ça ne sera pas efficace, ou bien les extincteurs à poudre aussi, ils ne seront pas efficaces. La classe C, ce sont donc les feux de matière sous pression. Si vous avez du propane, si vous utilisez de la matière qui est à haute pression, donc des fluides à haute pression, ou bien plutôt des gaz à haute pression, alors il faut installer juste à côté des extincteurs à poudre pour feu braisant et on ne va pas utiliser les autres. Même si par exemple il existe juste à côté, on va opter pour celui-là à poudre pour feu braisant. La classe D, donc c'est pour les métaux, feu de métaux, donc à poudre pour métal, spécifique pour ça. Les feux d'huile et de graisse, végétale ou animale, donc on va utiliser donc les feux de graisse. Alors vous entrez dans l'entreprise, il faut déjà voir est-ce que vous avez l'extincteur convenable pour chaque zone de travail. Donc ça veut dire l'extincteur convenable pour chaque classe de feu. Sinon, vous pouvez proposer une suggestion. Déjà, si dès la construction, on a pris en compte ou bien on a fait donc un plan interne sécurité, donc l'organisme qui vous a fait installer les extincteurs, si vous avez fait ça par un organisme qui est bien sûr agréé, etc., bien sûr que vous aurez naturellement le respect de ça, le respect des classes des feux, etc. Il vous reste uniquement de former le personnel interne à ce propos. Et d'ailleurs, tous les nouveaux bâtiments aujourd'hui qui se construisent, donc c'est obligatoire de faire ça, donc de passer par une étude santé et sécurité. Bien sûr, je parle des grands établissements donc publics, les entreprises, les hôtels, etc., les établissements donc scolaires, etc. Alors là, c'est un exemple de plan d'évacuation. Donc, vous voyez, il y a bien sûr le plan d'évacuation ne sera pas assez petit. Il va être grand, affiché clairement pour que donc tout le monde arrive à le voir et à lire. Et ce n'est pas tout le monde peut lire le plan d'évacuation et le comprendre. Alors là, même après le plan d'évacuation, après la réalisation du plan, il vous faut encore une formation au personnel à la lecture du plan d'évacuation et vous pouvez réaliser des exercices de simulation. On va tirer la sonnette d'alarme, on imagine qu'il y a un incendie, on va constater donc comment les gens vont réagir. Est-ce qu'ils vont arriver à rejoindre le point de rassemblement facilement à travers donc
l'utilisation du plan d'évacuation qui est affiché. Donc, vous voyez, il y a en fait, on désigne des voies de secours. Donc, quelles sont les flèches qu'on va voilà, donc les flèches, ça indique le sens de l'évacuation vers le point de rassemblement. Et aussi, il y a quelques consignes de sécurité dans votre langue maternelle et dans les autres langues que vous utilisez dans l'entreprise, notamment le français, l'anglais, votre langue maternelle, l'arabe par exemple. Et puis, donc, une nomenclature et aussi quelques consignes et quelques numéros de téléphone donc, qui appeler en cas de sinistre. Voilà donc comment ils sont affichés, par exemple, les plans d'évacuation dans les entreprises. Donc, vous voyez, donc ça c'est un autre exemple. Vous voyez, donc il est affiché sur les murs, d'une façon bien sûr qui est claire et qui est visible et lisible pour que donc tout le monde soit capable de lire en fait ce plan d'évacuation. En fait, dans le plan de sécurité incendie, alors là, c'est le plan d'évacuation. Mais le plan d'évacuation, c'est le côté affichage. C'est ce qu'on va afficher. Mais il vous faut une procédure d'urgence ou bien un plan d'urgence, selon votre choix. Dans ce plan d'urgence, il faut nommer et indiquer, encore une fois, les emplacements où se trouvent les principales sources de matières combustibles ou inflammables. Exemple, l'aire d'entreposage des contenants de solvants, l'aire d'entreposage des palettes de bois, les procédés de pulvérisation de peinture, parce que le risque d'inflammation il est très, très grand là. Les collecteurs de poussière métallique, par exemple. Également, il ne faut pas oublier les produits donc, qui pourraient dégager des fumées toxiques ou bien brûlants. Alors, dans le plan maintenant d'évacuation, bien plutôt le plan d'urgence, il est plus général que le plan d'évacuation. Le plan d'évacuation, c'est ce qu'on va afficher. Mais le plan d'urgence, donc c'est le manuel qui contient les procédures d'évacuation. Donc, comment faire l'évacuation, comment répondre en cas d'urgence. Si on a par exemple une blessure, tout simplement, donc un accident de travail, comment réagir, etc. Alors, pour réaliser votre plan, d'abord, il faut identifier donc les zones à risque. Ça veut dire les zones ATEX. Les zones ATEX, comme j'ai dit durant l'analyse des risques, ils sont donc définis par 3 éléments. Donc, vous avez l'oxygène ou bien le carburant qui permet l'alimentation en feu. Vous avez le combustible qui constitue la matière qui libère de l'énergie brûlante. Ça veut dire que c'est la matière qui a donc une capacité calorifique, comme les solvants, le papier, le bois, carton, etc. Et une source d'ignition, donc une source de flamme, une étincelle, c'est-à-dire donc de la chaleur tout simplement qui permet donc d'alimenter ou bien de faire l'allumage du feu. Deuxièmement, il faut identifier donc les équipements d'urgence, les besoins et les emplacements. Ça veut dire, si vous n'avez pas des équipements d'urgence, il faut donc lister le besoin en équipements d'urgence. Donc, pour les acheter, bien sûr, et les installer. Si vous l'avez déjà, alors vous faites indiquer leurs emplacements. On va faire donc un diagnostic interne. Vous avez le plan de l'entreprise à main, vous faites la tournée et vous désignez l'emplacement des équipements. Extincteurs, voilà, tout ce qui est issu de secours, tout ce qui est en fait par exemple, les portes coupe-feu. Donc, il y a des entreprises qui ont des portes coupe-feu. L'éclairage d'urgence en cas donc de rupture d'électricité. Les extincteurs portatifs ou bien les extincteurs fixes. Donc, les systèmes d'alarme où il existe, les essieux de secours. Donc, si vous avez ça, vous faites donc une liste ou bien vous désignez les emplacements. Si vous avez un besoin, donc il faut détecter c'est quoi le besoin. En fait, après la troisième étape, il faut déterminer des mesures en fait à mettre en œuvre. Définir par exemple une procédure d'urgence ou bien un plan d'urgence, ça veut dire comment réagir en cas de sinistre. Donc,
j'ai un exemple de plan d'urgence que je vais vous envoyer par la suite. Donc, s'il n'est pas déjà à l'avance dans le kit, ce qui contient un ensemble de procédures. Vous pouvez faire une seule procédure, vous pouvez travailler sur un manuel. Ça dépend du nombre des situations d'urgence possibles. Si vous avez en plus des incendies, un risque en fait de déversement ou bien de fuite de gaz, alors il vous faut un plan d'urgence. Cette procédure ou bien ce plan énumère les principales actions qui doivent être réalisées pour le personnel ou bien par le personnel en cas d'urgence. Il doit aussi énumérer les principales actions qui doivent être réalisées par l'équipe d'urgence en cas d'urgence, parce qu'il faut nommer une équipe interne d'urgence. Ça veut dire, lorsqu'on aura par exemple une évacuation des lieux, on a besoin de certaines personnes qui vont guider les autres et qui vont aider les autres. Bien sûr, les personnes, ils doivent être choisies d'une façon qui est objective. Donc, il faut nommer le personnel désigné pour l'évacuation. Donc, il s'agit d'assigner à l'avance les tâches à confier en situation d'urgence. Un guide-fil, donc on va nommer ce qu'on appelle un guide-fil. C'est la personne qui doit guider les personnes vers les différentes issues de secours les plus adaptées, en évitant bien sûr les zones sinistrées ou enfumées, et les accompagner au point de rassemblement. Alors bien sûr, cette personne, il doit avoir une bonne connaissance du bâtiment et avoir été formée. Donc là, il faut faire appel à un cabinet externe pour faire la formation des guides-fils et des serre-fils. Donc, il y a par exemple donc le Croissant Rouge, Croissant Rouge, d'autres établissements qui sont agréés en fait à donner donc des formations de ce type. Donc, toujours un cabinet qui est agréé pour vous donner une formation guide-fil, serre-fil sur le lieu. Donc, ils doivent être formés, ils doivent avoir une bonne connaissance du bâtiment, mais je rajoute aussi, ils doivent être capables de ne pas se paniquer facilement durant les sinistres. Ça veut dire, c'est pas le niveau ou bien hiérarchique de la personne qui est important. Notamment, vous avez le responsable HSE, il connaît tout ce qui est ISO, il connaît bien la gestion, il est déjà formé à tout ça. Mais lui, en cas d'urgence, il panique, par exemple. Alors, on va choisir une personne qui ne va pas paniquer. Une personne, en fait, qui va être capable d'aider les personnes à évacuer les lieux. Donc, ça, c'est question, en fait, de connaissance des capacités personnelles des personnes. Et ce n'est pas question du niveau scolaire, par exemple, ou bien du niveau dans les connaissances, etc. On va nommer aussi un serre-fil qui doit veiller lors d'une évacuation qu'aucune personne ne reste dans les zones ou l'étage dont il a la charge. Parce qu'on ne va pas nommer, par exemple, vous avez une grande entreprise, ce n'est pas un seul guide-fil, mais un guide-fil par zone de travail et un serre-fil par zone de travail. Le guide-fil, il guide les gens vers les voies de secours, vers le point de rassemblement. Le serre-fil, il va rester dans l'entreprise, dans le lieu sinistré, pour s'assurer que toute personne point de rassemblement, informer les secours s'il y a quelqu'un qui manque. Donc, vous voyez que cette équipe, elle doit être bien sûr très forte en cas de sinistre. Donc, les personnes, elles doivent être bien formées, mais aussi connues comme étant des personnes qui ne paniquent pas facilement. Et il faut bien sûr nommer un responsable d'accueil des services d'urgence qui va accueillir donc les services d'urgence, qui va appeler les secours et attendre le service d'urgence et diriger la personne en autorité vers le coordinateur et va leur donner aussi le plan d'évacuation. L'étape numéro 5, c'est réaliser le plan d'évacuation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que le plan d'évacuation, c'est uniquement une partie
du plan d'urgence. Le plan d'urgence, c'est tout ça. Le plan d'évacuation, c'est la partie qu'on va afficher sur les murs. Puis, il faut préparer donc des consignes et des affichages. Bien sûr, il vous faut donc des affichages d'urgence autres que le plan. Par exemple, les appels d'urgence. Donc, qui appeler en cas d'urgence, que ce soit en interne ou bien en externe. En interne, on va nommer par zone de travail des personnes qui vont être formées premiers secours pour donner des secours premiers. Et bien sûr, leur numéro de téléphone, ils doivent être disponibles pour le personnel. Aussi, les secours externes, donc comme les pompiers, la police, la gendarmerie, les ambulanciers, les hôpitaux, le service d'électricité ou bien du gaz, donc le centre antipoison, si on a par exemple un déversement de matières toxiques, protection incendie, etc. Et donner en fait des consignes qui vont être affichées sur donc les zones de travail et les gens doivent donc être aussi formés donc à ce type d'affichage. Formation en fait du personnel et réalisation, par exemple, d'exercices de simulation. Alors, l'entreprise doit faire connaître la procédure à suivre lorsqu'on découvre un début d'incendie ou que l'alarme retentit. Ça veut dire qu'il faut former les personnes au mode de signalement de l'urgence, comment utiliser la station manuelle, le code téléphonique spécifique aussi en cas d'urgence. Donc, les deux sorties les plus proches en fait de leur aire de travail. Par zone de travail, le responsable HSE doit désigner aux personnes voilà les deux issues de secours les plus proches. Ça veut dire lorsqu'il y aura donc sinistre ou bien incendie, donc il faut quitter le bâtiment à travers les deux donc sorties de secours les plus proches. La localisation des équipements de protection, donc il faut former les personnes ou bien plutôt informer les personnes où existent les équipements de protection les plus proches. Donc ça, c'est normal. L'emplacement du lieu de rassemblement désigné et comment rejoindre ce lieu de rassemblement, le nom du responsable de son département, de son secteur et de son donc remplaçant attitré. Parce que les guides-fils, les serre-fils, etc., ils doivent avoir un remplaçant au cas où, donc en cas en fait d'absentéisme. Voilà, et on va réaliser aussi donc des exercices d'évacuation. Donc, comme je vous ai dit, donc un exercice d'évacuation, c'est pour aussi avoir des preuves pour la norme. Parce que la bonne préparation contre la situation d'urgence, c'est on vous dit qu'est-ce que vous avez fait en ce qui concerne l'exigence qu'il vous dit qu'il faut se préparer à répondre aux situations d'urgence. Alors, vous pouvez dire que nous avons déjà un système d'affichage et de signalisation pour les issues de secours, pour les extincteurs, etc. On a déjà fait des formations en interne contre les incendies. On a réalisé des exercices de simulation et vous avez des preuves que vous avez fait ça. On a déjà, par exemple, bien plutôt, on a nommé une équipe d'urgence, une équipe, un guide-fil, un serre-fil, etc. On a une procédure d'urgence ou bien un plan d'urgence. On a un plan d'évacuation. Donc, vous avez des preuves qui sont tangibles et qui sont réelles que vous êtes en train de satisfaire donc l'exigence donnée. Pour les exercices de simulation, vous pouvez réaliser des exercices planifiés. Ça veut dire les gens ils sont déjà formés, plutôt informés de la date de l'exercice. Et puis, vous faites l'évaluation. Comment les gens ont réagi. Est-ce que nous devons, par exemple, refaire une formation de plus ou bien est-ce que c'est bon? Donc, les personnes utilisent des voies de secours convenables, tout le monde arrive à quitter le lieu dans un laps de temps qui est réduit, etc. Voilà. Donc, autre type, par exemple, de situation d'urgence,
explosions, les urgences sanitaires. Parfois, on n'a pas un accident de travail, on n'a pas on n'a qu'une urgence, une personne malade qui tombe malade, qui s'est évanouie. Il faut savoir comment donner les premiers secours pour ne pas aggraver la situation, parce que c'est pas n'importe quelle personne peut intervenir en cas d'urgence sanitaire, que ce soit une blessure, un accident, ou bien seulement un état de maladie. Donc, il faut bien sûr former les gens au premier secours, donc des équipes, choisir des personnes pour utiliser le kit premier secours que vous avez gardé en entreprise. Les déversements de liquides inflammables ou bien de gaz, libération accidentelle de substances toxiques, panne d'électricité majeure, coupure d'alimentation en eau potable, c'est aussi une situation d'urgence, contamination. Donc, il y a des situations qui nécessitent l'évacuation, mais il y a d'autres qui ne le nécessitent pas. Par exemple, les pandémies, les grippes, comme coronavirus, par exemple, maintenant, normalement, les entreprises, ils doivent donc, ou bien le service HSE, il doit réagir. Il doit donc assurer. Oui, monsieur, excusez-moi. Oui. Non, non, c'est bon, je me suis trompé, madame. Continue. Je vous entends pas, s'il vous plaît. Je vous reçois pas. Non, c'est une erreur, madame. Continuez, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Voilà. Donc, j'ai dit que pendant par exemple, les pandémies, la grippe, le coronavirus, le service HSE doit réagir, établir donc les bonnes pratiques d'hygiène, s'assurer que tout le monde, par exemple, va porter les bavettes, etc. Les désinfections, ou bien les moyens de désinfection, les liquides doivent être disponibles, etc. Donc, toute situation qui peut porter atteinte à la santé de l'être humain, surtout en ce qui concerne tout l'organisme, ça veut dire c'est différent du risque. Le risque, c'est un accident de travail tout simplement, ou bien une maladie professionnelle. Donc, c'est le quotidien de l'entreprise. Mais les situations d'urgence, c'est quelque chose qui dépasse les risques quotidiens, mais c'est une situation qui est majeure et qui est aussi, on ne va pas la rencontrer chaque jour. Donc, donc il s'agit d'une situation d'urgence. Et comme je vous ai dit, on peut avoir un seul plan d'urgence dans lequel on va traiter à la fois la santé et la sécurité et l'environnement, puisque les deux normes, il insiste sur le bon management des situations d'urgence. Voilà, donc s'il vous plaît, il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions à propos de la 45001, tout ce que nous venons de voir, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Oui, madame. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Bon, oui, nous sommes au terme de nos cours et je me demande comme ça, et si on commence à lire nos cours, puisque c'est en vidéo, conférence, si on commence à lire nos cours et qu'on se rend compte qu'il y a des hic qu'on ne comprend pas, est-ce qu'on est en même de vous revenir pour que vous nous expliquiez via votre plateforme que vous avez mis en place? Par WhatsApp, par exemple? Oui, par WhatsApp. Oui, bien sûr. Si donc, si vous avez, par cours, exemple, oui. Voilà. Et si on lit le cours et qu'il y a des zones qu'on ne comprend pas, on peut vous revenir. Ah, d'accord. Alors, il y a des ruptures, mais je pense que j'ai compris votre question. Donc, même après, s'il vous plaît, la formation, si vous avez, par exemple, des cas qui sont particuliers dans votre local de travail WhatsApp, vous pouvez donc me contacter directement. Mais parfois, c'est
juste, donc si je ne suis pas disponible, je donne donc ça à la secrétaire qui gère donc tout ce qui est WhatsApp, mais toutes les questions, donc je les reçois. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours à travers WhatsApp, vous pouvez donc me contacter, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Parce qu'en fait, oh, dans le cadre, oui, je vous en prie, dans le cadre en fait des normes, ça arrive de rencontrer des situations particulières, oui. oui, il y a des préoccupations qui a été soulevée par l'un des collègues qui a dit la fois dernière qu'il aimerait approfondir, voilà, il aimerait approfondir cette question de QHSE. Et si dorénavant il y a une école au Maroc là-bas qui puisse nous aider à nous inscrire, vous avez dit que vous allez nous revenir. Bon, je ne sais pas si vous avez eu le temps. Oui. Voilà. C'était juste en fait, oui, il y a en fait une licence professionnelle qui se fait au niveau d'une université. Donc, c'est une licence, c'est une formation qui est payante à travers donc une université qui s'appelle l'université Ibn Tufayl. Donc, je peux vous envoyer par la suite le lien, mais je ne suis pas vraiment sûre. Est-ce que ça se fait à distance ou bien en présentiel? Donc, je vais vous donner les coordonnées de l'université. Vous pouvez poser vous-même la question. Donc, au niveau du moyen, est-ce que c'est par exemple à distance ou bien en présentiel? Mais il existe en fait une licence professionnelle QHSE au Maroc. D'accord. OK. Merci. D'accord. Donc, je peux vous orienter vers ça. Je vous en prie. Et voilà, donc si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Dans le groupe WhatsApp, il nous reste encore donc l'analyse de la documentation, pour voir quelques documents, pour donc clôturer notre formation officiellement. Ok, merci madame. Donc on reste en contact, s'il vous plaît, sur WhatsApp à propos des séances suivantes. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée.